Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Europe, une émission enregistrée une nouvelle fois au Parlement européen ici à Bruxelles. Notre invité pour cette émission est Pervenche Berès, eurodéputée socialiste d'Île-de-France. Ensemble, nous évoquerons principalement les réformes envisagées pour la zone euro. Les principaux leaders européens et nationaux semblent vouloir bouger sur la question, faire un pas vers plus de fédéralisme. De quels outils la zone euro peut-elle se doter à court terme? Nous poserons la question à notre invité et puis comme à chaque émission nous vous présenterons un père fondateur de l'Union européenne. Aujourd'hui retour sur le parcours de Valéry Giscard d'Estaing et il sera question également d'agriculture. À quelques jours du début du salon international à Paris, nous verrons le poids de l'agriculture chez nos voisins. C'est en fin d'émission. Pervenche Berès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes eurodéputé socialiste depuis 1994. Vous êtes ici une historique, spécialiste reconnue de l'Union européenne et de ses thématiques. Vous êtes membre du PS depuis 1982, juste après l'élection de François Mitterrand. Vous avez été aussi conseillère municipale à Sèvres dans les Hauts-de-Seine entre 2001 et 2008. Mais on comprend bien que votre amour à vous, c'est l'Europe. Alors, savez-vous déjà si vous serez candidate à un 6e mandat en 2019? Est-ce que vous réfléchissez déjà à la question? Je ne réponds pas à cette question. C'est pas la priorité aujourd'hui pour vous? Non. L'histoire, j'en parlais justement en introduction avec vous qui êtes là depuis 1994. Chaque mois, TV78 vous fait découvrir celles et ceux qui ont participé à la construction européenne. Ce mois-ci, Valéry Giscard d'Estaing, il fut le plus jeune président élu. C'était en 1974. Il avait alors 48 ans. On retient aussi de lui son engagement en faveur de l'Europe. Son parcours avec Philippe Le Guen, directeur de l'association Jean Monnet, basé à Bazoches-sur-Guyonne dans les Yvelines. Avant même d'être élu président de la République, Valéry Giscard d'Estaing avait une vision engagée européenne. Il a été très tôt, je dirais, impressionné par le projet de première construction européenne et qu'il avait soutenu. Il avait défendu le traité de Rome, même au sein de son propre parti à l'époque. Et puis, bien écoutez, quand il a été élu plutôt président de la République en 1974, c'est une époque charnière importante pour l'Europe, puisque c'est l'époque où on a commencé à s'intéresser à un système monétaire européen qui devait préfigurer la monnaie unique que nous avons aujourd'hui. C'est une époque où on a aussi commencé à parler de certains élargissements de l'Europe. Et puis on était dans une époque encore de guerre froide Valéry Giscard d'Estaing a tout de suite compris aussi l'importance de continuer à faire travailler le couple franco-allemand comme moteur de la construction européenne. Par la suite, quand le président Giscard d'Estaing n'était plus président, il a continué à œuvrer pour la construction européenne. La Convention s'achève aujourd'hui. Son résultat est de proposer la première constitution pour l'Europe. Qui malheureusement n'a pas vu le jour en totalité, puisque vous le savez, en 2005, un référendum d'abord en France puis aux Pays-Bas a rejeté ce traité. On a vu d'abord que l'opinion un peu se détachait du projet européen, et elle s'en détachait parce qu'elle ne voyait plus l'objectif. Elle a vu l'objectif au début parce que c'était la paix en Europe, donc elle voyait bien l'objectif. Puis peu à peu le système est devenu opaque, ça a été une bureaucratie ou perçu comme une bureaucratie. On ne voyait pas très bien quels étaient les objectifs, que c'était pour faire quoi. Souvent on a reproché au traité constitutionnel de ne pas avoir été démocratique, pourtant cette convention représentait absolument toutes les sensibilités, tous les partis politiques et la société civile. Mais elle a peut-être pas bénéficié d'autant de publicité, de communication qu'on aurait souhaité. Pervenche Berès, selon mes informations, vous connaissez l'ancien président de la République. Vous avez, je crois, travaillé ou collaboré avec lui. Quel souvenir vous gardez de ce travail avec Valéry Giscard d'Estaing, de l'homme et du travail peut-être? Travail très intense, puisque je dis toujours, lorsque je retrace mon parcours, que je lui dois beaucoup.
Il est devenu président de la commission des affaires étrangères à un moment où j'étais administrateur de l'Assemblée nationale. Et lorsqu'il a commencé à présider la commission des affaires étrangères, moi j'étais très engagée déjà comme socialiste. Et il y a eu un moment où je pensais que ça devenait compliqué de travailler avec ce président-là. Et j'ai commencé à travailler pour Daniel Mitterrand qui organisait le 40e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et à un moment où l'événement s'approchait, où j'avais besoin de davantage de temps, j'ai demandé au président de la commission des affaires étrangères, Valéry Giscard d'Estaing, si je pouvais travailler à mi-temps. Et il me l'a refusé, donc il m'a obligé à franchir le pas et à passer de l'autre côté. Et à rejoindre le cabinet de Laurent Fabius pour pouvoir le faire. Et puis ensuite, je l'ai retrouvé en tant que président de la Convention, ici. Et là, nous avons eu des échanges très intenses, toujours intellectuellement très stimulants. C'était il y a quelques années alors. Retour à l'actualité la plus chaude, celle du moment, à commencer par l'Union européenne qui réduit déjà de moitié sa liste noire des paradis fiscaux. Liste établie seulement en début décembre. Dans la foulée des Paradise Papers, on se rappelle, les 8 pays retirés passent désormais en liste grise, en sorte de salle d'attente, si je puis dire. Quelle est votre réaction après ce revirement, seulement un peu plus d'un mois après cette liste noire ? Il ne nous a pas échappé que dans ces pays qui passent de la liste noire à la liste grise, le premier d'entre eux, c'est Panama. Donc c'est dire la difficulté d'abord d'établir ces listes. Chacun le savait avant le début de l'exercice, mais liste où il n'y avait pas de pays de l'Union européenne d'ailleurs. Oui, déjà, mais ça c'est. Alors qu'on sait que certains pays ont des pratiques, tous peut-être, mais d'autres plus que. Mais ça dit toute la difficulté de ce combat. Hein. Mais c'est la responsabilité du Conseil, puisque c'est pas une initiative de la Commission européenne d'amputer ainsi la liste. C'est bien le résultat d'une négociation diplomatique au sein du Conseil. Moi, ce que j'observe tout de même, c'est que pour nous, tout ça est totalement opaque. S'il y a des bonnes raisons, il faut nous les dire. Hein. Oui, ça n'a pas été dévoilé. Je ne connais pas les bonnes raisons pour retirer ces pays de la liste. Et puis, si on les met sur la liste grise, alors à ce moment-là, je veux être sûr qu'on se donne les moyens de vérifier, qu'on soit aussi dur avec eux qu'on l'a été avec la Grèce pour vérifier qu'ils mettaient en place des réformes. Et j'ai pas l'impression qu'on ait négocié avec eux des memorandum of understanding comme on a fait avec la Grèce pour être sûr que pas à pas, ils s'engagent et ils font effectivement ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Excusez-moi, mais pourquoi c'est dur pour l'Union européenne de vouloir pointer du doigt, par exemple, le Panama? En quoi le Panama est un poids économique important à ce point-là pour les enjeux de l'Union européenne? Est-ce que ce ne sont pas des hommes plutôt qui ont des intérêts? Je dis ça sans preuve évidemment, mais ça paraît bizarre pour un citoyen peut-être de se dire que... Je vous remercie d'exclure que des femmes puissent être localisées au Panama. Mais plus que des personnes physiques, je crains que ce soit des personnes morales qui aient cet intérêt. Donc la question, c'est pas le territoire du Panama qui est en cause. Hein. Oui, bien sûr, ouais. C'est la façon dont ce territoire sert de boîte aux lettres à des entreprises qui n'ont aucune réalité économique. Vous savez, il y a un principe qui est aujourd'hui beaucoup avancé, parce que quand, dans le domaine bancaire, on avance avec des grosses législations. Et donc, toutes les petites banques nous disent « il faut appliquer un principe de proportionnalité, donc ce que vous pouvez demander des gros, il ne faut pas le demander pour nous. » J'appliquerais bien volontiers le même principe au territoire de Panama. Panama, ce petit territoire, est-il adapté à la localisation de chiffres d'affaires aussi importants que ce qui manifestement s'y déroule? Moins d'opacité, plus de transparence, c'est évidemment aussi en lien avec les réformes qui pourraient toucher la zone euro d'ici quelques mois. Le thème qui va nous intéresser à présent, vous êtes membre, vous, ici au Parlement européen, de la puissante commission en charge des affaires économiques et monétaires. Vous connaissez bien évidemment ces sujets. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est presque dans un moment historique? Il y a une fenêtre de tir, peut-être qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, le chômage qui baisse, le retour de la croissance, un président français très enclin sur ces questions-là, aussi une coalition allemande enfin qui se forme, favorable aussi à bouger sur ces sujets-là. Est-ce que vous êtes optimiste et on va pouvoir bouger sur des réformes pour la zone euro enfin? J'ai en tout cas l'optimisme de la volonté. La fenêtre d'opportunité, elle s'est présentée plusieurs fois. Hein. Même ces dernières années? Même ces dernières années, oui. Il y a eu des moments où on pensait que c'était le bon moment pour faire les choses. Hein. Et à chaque fois, on a raté l'occasion.
Ouais. Donc j'espère bien que cette fois-ci on ne va pas la rater. D'autant plus que ce qui est vrai, c'est que je vois que du côté allemand, Wolfgang Schäuble n'est plus en responsabilité, l'ancien ministre des Finances. Il est désormais président du Bundestag. Président du Bundestag, qui était à la fois très européen, c'est vrai qu'il a été très européen. Mais très dur aussi. Mais très conservateur d'une certaine manière, avec une conception très juridique de la monnaie. C'est-à-dire qu'il fallait appliquer les règles, même si les règles n'étaient pas bonnes, et c'était un horizon indépassable. Or aujourd'hui, je constate qu'en Allemagne, s'il y a une grande coalition qui arrive à se mettre en place, elle se fera sur la base d'un SPD qui est très déterminé à peser sur ces questions-là. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qui veut dire que l'Allemagne, malgré tout, reste le principal moteur là-dedans. On parle souvent du moteur franco-allemand. J'ai l'impression à vous écouter que finalement, c'est surtout Angela Merkel qui aura le dernier mot, qui pourra impulser ces réformes. Qui a un pouvoir de blocage. Mais on a besoin des deux. Il faut à la fois que le couple franco-allemand, il a sa dynamique. Alors je ne sais pas si c'est où est l'homme et où est la femme, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une répartition presque historique des rôles là. Et si la France... Il y a un rééquilibrage quand même, vous pensez, en ce moment, entre la France et l'Allemagne. Pendant longtemps, on a dit que la France suivait les idées, les projets allemands. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, et notamment les idées pour la zone euro d'Emmanuel Macron qu'il a présenté en septembre Mais vous savez, les idées d'Emmanuel Macron, moi j'ai beaucoup écouté son discours à la fois à Athènes et à la Sorbonne, mais pour l'instant, septembre, oui. Mais tout ça pour l'instant a besoin d'être décliné dans des propositions plus concrètes, parce que il y a un enthousiasme, il y a une campagne qui s'est faite sur la thématique européenne, mais derrière maintenant il va falloir rentrer sur des propositions concrètes, et comme vous le savez, le diable est parfois dans les détails. Alors on va essayer d'être précis, pas trop technique pour ceux qui nous regardent. Il y a plusieurs chantiers qui sont évoqués dans la presse, ici au Parlement. On entend parler d'un fonds monétaire européen, à l'instar du FMI, un budget spécial de la zone euro, un super ministre aussi des finances de la zone euro. Avant de nous expliquer à chaque fois en quoi cela consisterait-il, dites-nous quel est le principal chantier aujourd'hui selon vous. C'est peut-être un autre chantier que je n'ai pas évoqué. Oui, c'est un chantier que vous n'avez pas évoqué. Et ben voilà. Enfin, non, ils sont tous aussi importants, hein, et justement... Mais parce qu'ils ne se feront pas tous en même temps, on le sait bien, c'est long comme process. Non, mais sauf qu'on est à un moment où on a quand même appris que sur une question comme ça, lorsqu'on fait qu'un tout petit bout, eh bien du coup on reste au milieu du gué, on fragilise quelque chose qu'on a voulu construire, et du coup on s'expose à beaucoup de risques. Et je ne veux pas qu'on soit au milieu du gué. Donc il faut aller très vite, très fort, très loin. Il faut avoir une vision, comme quand on a fait l'euro. Quand on a fait l'euro, on n'a pas fait tout le premier jour, mais on savait où on allait. Voilà. On avait une feuille de route, c'est ça une feuille de route. Si on sait où on va, on a des rendez-vous, des étapes, et ça. Là on a besoin de la même chose. On ne fera pas tout en un jour, mais si on n'a pas une vision globale, ça ne va pas marcher. Et donc le chantier principal, selon vous? Le chantier principal, c'est d'achever l'euro. C'est un gros chantier. Hein. Et d'achever le fonctionnement de la zone euro, ça suppose que lorsqu'il y a un choc, il faut avoir un outil, que cet outil, aujourd'hui, c'est ce qu'on a appelé le mécanisme européen de stabilité. Certains veulent le transformer en un fonds monétaire européen, parce que comme ça permettrait de ne plus avoir le FMI qui vient s'occuper de nos affaires. Mais la conception qu'on a du FMI, comme un espèce de super gendarme, ne me convient pas. Moi, je pense que nous avons besoin davantage d'un budget de la zone euro pour amortir les chocs lorsqu'il y en a, pour stimuler l'investissement. Sachez que dans le pacte de stabilité, personne ne dit que la politique économique de la zone euro doit surveiller son niveau d'investissement. Et puis, dernier gros chantier, c'est celui de la convergence entre les États membres. Vous ne pouvez pas avoir une monnaie unique et des États qui divergent complètement. Donc la question de savoir comment... Ça, c'est du très très long terme, ça, une convergence de toutes les économies européennes. Non, déjà, si vous vous occupez de savoir comment est-ce que les pays flottent en termes de taux d'imposition sur les sociétés ou de salaire minimum, c'est des outils de convergence qui peuvent aller plus ou moins vite, mais c'est pas du très très long terme. Pour revenir sur ce fonds monétaire européen, par exemple, puisque c'est probablement un terme qui parle aux gens, on a beaucoup entendu parler du FMI ces dernières années, notamment avec la Grèce. Du coup, ce fonds monétaire européen, selon vous, ne devrait pas servir, par exemple, juste à soutenir un pays en cas de choc. Il doit lui permettre aussi, par exemple, d'investir sur des projets d'avenir en cas de coup dur. C'est pas juste pour remettre l'économie à flot, c'est aussi pour revoir plus loin. Non mais, regardez bien ce dont on parle.
L'Union européenne, ça n'est pas la planète. Donc le FMI, ça a été créé pour une planète, avec une espèce d'organe extérieur qui intervient, qui impose ses règles dans un pays en difficulté. Dans l'Union européenne, on n'est pas dans ce cas de figure. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on dit, puisqu'on ne veut pas que le FMI intervienne, il faut avoir un FME. Soit. Mais ça ne peut pas. Si c'est pour que ce soit le petit frère du FMI, vous dites en gros ça ne sert à rien? D'abord, j'en veux pas. Et ensuite, c'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est de savoir comment est-ce que, effectivement, la solidarité s'organise, comment est-ce que, encore une fois, on permet le maintien de l'activité, comment est-ce qu'on accompagne un pays dans la difficulté, mais on ne peut pas traiter les pays de la zone euro. Enfin, on a vu ce qui s'est passé en Grèce. Et moi, j'ai pas envie que le prochain pays qui sera en difficulté soit traité comme la Grèce l'a été. Y compris parce que, quand même, un des grands atouts de l'Union européenne, c'est la question démocratique. Or, les conditions d'intervention du FMI, c'est ont mis un pays sous tutelle. Oui. Aujourd'hui, justement, ça allait être ma question suivante. Est-ce que concrètement, on pourrait se retrouver comme en 2010, au début des années 2010, avec la Grèce au bord du gouffre, un chômage qui explose, un PIB qui chute de 25%, ou alors aujourd'hui, la zone euro a les outils nécessaires, même si ce n'est pas suffisant, on comprend bien avec ce que vous dites, mais a les outils nécessaires pour faire face à une telle situation, par exemple? Est-ce qu'on est à l'abri d'une telle situation aujourd'hui? Quand une crise arrive, il y a des petits indices, mais on ne sait jamais le moment où elle va exploser, parce que j'espère. Il y a des gens qui disent qu'aujourd'hui on est peut-être à l'aune d'une nouvelle crise qu'on ne voit pas venir ou qu'on ne veut pas voir venir. C'est peut-être aussi pour pour empêcher que ça arrive. Bon, mais si elle arrivait, j'espère qu'on serait mieux équipés que nous ne l'avons été en 2007. Vous n'êtes pas sûr sur la question? Est-ce qu'on peut être sûr? En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a fait beaucoup de choses, mais qu'on aurait pu faire mieux, plus vite, plus fort. Et que quand vous parlez de la fenêtre d'opportunité qui est devant nous, c'est ça. Avec ce risque qui est que, comme les indices, tout le monde ne le vit pas dans son quotidien, mais ce que disent les chiffres, c'est que la situation en termes de croissance, de chômage, s'est un petit peu améliorée, que du coup, on relâche la pression sur la nécessité de doter cette zone euro de tous les outils. Et ça, c'est un grand risque, puisque ça va mieux, on ne s'occupe pas de réparer les fuites du toit, puisque le toit fuit un petit peu moins. Il faut éviter ça à tout prix. Finalement, on parle de projets à moyen, long terme. On le sait que moyen, long terme. C'est des process très compliqués sur le vieux continent. Tout ça est finalement une question de fédéralisme, vouloir céder plus de compétences nationales pour plus d'Europe partagée. Voilà, de compétences, vous préférez ce terme-là. C'est pas encore très tendance malgré l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en Europe. Est-ce que vous pensez concrètement que ça va se faire, ces projets-là? Vous savez, regardez, dans le domaine fiscal, on avance à tout petit pas, et d'autant plus qu'on est dans un domaine où les chefs d'État et de gouvernement, enfin où les ministres décident à l'unanimité. Et pourtant, parce qu'il y a une pression, parce que les gens... Les gens sont très intelligents, ils votent et ils sentent les choses. Alors parfois ils n'apportent pas les bonnes réponses selon moi, mais l'idée que la lutte contre l'évasion fiscale est une priorité absolue, c'est quelque chose qui s'est, je crois, imposé au cours de ce mandat et sur lequel on a quand même fait des progrès, là où on pensait qu'il y a quelques années ça serait très difficile. Donc l'essentiel, c'est de définir le cap, de le tenir et de franchir pas à pas toutes les étapes. Et ce cap semble donc se décider. On en vient maintenant à notre rubrique Et chez nos voisins, ça se passe comment? Le salon de l'agriculture se tiendra du 24 février au 4 mars à la porte de Versailles. À Paris, bien sûr, quelle est la place de l'agriculture en Europe? Exploitation, production. On fait le point avec Olivier Janouex, responsable du centre Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. En Europe, le pays qui a le moins d'exploitations agricoles, c'est le Luxembourg avec 2080 exploitations agricoles sur l'ensemble de son territoire. Et le pays qui a le plus d'exploitations agricoles, c'est la Roumanie avec 3 629 660 exploitations agricoles. Pour donner un ordre d'idée, la France, elle, a 472 210 exploitations agricoles. On constate deux phénomènes sur l'évolution des exploitations agricoles. Premièrement, une diminution du nombre d'exploitations agricoles qui tourne aux alentours de 5 à 10% par rapport au début des années 2000. On a moins de très petites et moyennes exploitations agricoles en termes de surface.
Par contre, on constate que le nombre d'exploitations agricoles qui ont un plus grand terrain, lui, se maintient, voire parfois se développe dans certains pays. On a certains agriculteurs qui ont considéré que maintenir des petites parcelles d'exploitation n'était pas forcément viable pour eux et ont donc décidé, on va dire, de mutualiser avec d'autres exploitations agricoles afin de faire les plus grandes surfaces qui peuvent être plus rentables. Concernant les spécificités des productions agricoles, si on prend par exemple les pays qui produisent le plus de céréales, les pays concernés ce sont la Pologne et l'Espagne. Si on prend les pays qui produisent le plus de boissons alcoolisées pour tout ce qui est vin, spiritueux et ainsi de suite, et bien évidemment l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on a notamment la France, l'Espagne et l'Italie. Et par exemple pour les pays qui produisent le plus de lait, là on a l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. L'agriculture biologique a tendance à se développer au niveau européen. 6,7% des terres agricoles sont consacrées à l'agriculture biologique. Donc ça, c'est la moyenne sur l'ensemble des 28 pays de l'Union européenne. Le pays qui a le plus de surface agricole dédiée au biologique est l'Autriche, avec 21,2% de son territoire, tandis que le pays qui a la plus petite surface réservée à l'agriculture biologique, c'est Malte, avec 0,21% de ses terres agricoles. La France, elle est un peu en dessous de la moyenne européenne, avec 5,3% de son territoire agricole qui est dédié à l'agriculture biologique. Et pour comparer avec notre voisin allemand, l'Allemagne qui, elle, est à 6,8%. Très rapidement, puisqu'on sait que le temps nous guette tout de même, une réforme de la PAC est-elle aussi une priorité aujourd'hui pour l'Europe? C'est pas forcément votre sujet de prédilection, mais vous avez un point de vue là-dessus forcément en tant qu'Européenne convaincue. Est-ce que la PAC, c'est un sujet aussi dont il faut se saisir rapidement? Bien sûr, et c'est un sujet sur lequel les socialistes ont des propositions très allantes pour... On ne peut pas avoir l'une des principales politiques de l'Union qui ne soit pas totalement conforme avec nos objectifs par ailleurs. Et comme la question du développement durable... C'est une PAC plus écologique, plus verte Si elle est plus écologique, enfin qui soit respectueuse de la diversité biologique, de la nature et qui permette en même temps de nourrir dans des bonnes conditions les habitants, ce qui veut dire moins de glyphosate, Emmanuel Macron s'est engagé très fortement sur le sujet. Moins d'OGM. Moins d'OGM, mais on attend des résultats. Il faut, au-delà des paroles, on a vu aussi par exemple quand même au sein du gouvernement sur la question du glyphosate, des flottements entre les ministres. Si le président pouvait mettre un peu d'ordre là-dedans pour que ce soit cohérent avec une approche d'agriculture durable, ce serait superbe. Et dernier module de cette émission, la question d'un politique et pas n'importe lequel qui vous interpelle en qualité d'eurodéputé sur la problématique de son choix. Je vous propose de l'écouter, vous allez le voir, c'est finalement en lien avec notre discussion passée. Allez-y, cliquez. La question qui se pose, c'est le rapport entre le Parlement européen et les parlements nationaux. Et la question de ce qu'on appelle, d'un terme un peu techno, la subsidiarité. Je crois que nous avons besoin les uns des autres, et notamment pour faire mieux comprendre les enjeux de l'Europe à l'ensemble de nos concitoyens, qui sont souvent en état d'interrogation et de doute. Et la question que je pose à mes collègues, c'est comment bien faire fonctionner ce dialogue entre les parlements nationaux de l'Union européenne et le Parlement européen. Pervenche Berès est donc le président du Sénat, ancien maire de Rambouillet, qui vous pose cette question. Tout est en lien avec les Yvelines. Que lui répondez-vous à cette interrogation sur ce lien entre Parlement nationaux et puis Parlement européen? Comment on favorise ce lien Je dirais à Gérard Larcher qu'il a absolument raison. Chacun doit faire son travail à son niveau. Mais la subsidiarité, c'est un terme qui marche dans les deux sens. Ça suppose qu'au plan national, les parlements puissent vraiment interpeller leur gouvernement quant aux positions qu'ils prennent et qu'ils défendent au Conseil, les soutenir ou les critiquer lorsque ceci ne leur convient pas. Et qu'à l'inverse, on puisse prendre au niveau européen les questions qui s'imposent. Prenons le domaine de la lutte contre l'évasion fiscale. Il faut que chaque administration ait les moyens de bien regarder ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe.
place. Mais s'il n'y a pas de coopération entre les administrations fiscales, c'est du pain béni pour tous les fraudeurs et ceux qui cherchent à s'évader du fisc. Donc on a vraiment besoin d'une bonne compréhension. Est-ce que vous, par exemple, vous discutez, vous avez des liens fréquents avec les députés français qui sont de votre bord politique, puis les autres aussi, évidemment. Est-ce que vous avez un lien assez important avec eux? Aussi souvent que possible, c'est jamais très facile. Avec Nouvelle Gauche maintenant, c'est comme ça, c'est le nouveau nom à l'Assemblée nationale. Mais d'ailleurs, certains de mes collègues sont ici au Parlement européen ce matin pour parler migration. Donc, il y a des liens qui existent. Il y a des liens qui existent. Vous savez, la difficulté, vous la connaissez, c'est que le cœur de la semaine pour l'activité parlementaire, c'est le mardi, mercredi, jeudi, et ce sont les jours où chacun est mobilisé dans son assemblée. Mais c'est tout à fait essentiel de le faire le plus souvent possible. Merci Pervenche Berès d'avoir participé à ce 7-8 Europe. Je rappelle que vous êtes eurodéputé, évidemment, socialiste d'Île-de-France, membre notamment de la Commission des affaires économiques et monétaires ici au Parlement. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet et la commenter aussi sur nos réseaux sociaux TV78. La semaine prochaine, vous retrouvez le 7-8 politique.